Mon mari m'a évité pendant 3 mois. Puis un jour, il m'a dit cruellement, tu es stérile. Tu ne pourras jamais être mère. Quelques semaines plus tard, il est arrivé à un dîner surprise avec sa maîtresse enceinte. J'ai souri calmement et j'ai dit, félicitations, chérie, en posant une enveloppe sur la table. Quand il l'a ouverte, la couleur a quitté son visage. Tu es stérile, ami. Tu ne pourras jamais être mère. Jeffrey a prononcé ce diagnostic au petit déjeuner comme s'il m'annonçait que nous n'avions plus de café, sa voix stable et factuelle, tandis que je suis resté figé, une fourche était brouillée à mi-chemin de ma bouche. 3 mois qu'il sursautait quand je le touchais. 3 mois de couverture séparée et de douche à la salle de sport. Et voici son explication, mon corps était défaillant, défectueux, inadapté aux enfants qu'il désirait désespérément. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais une enveloppe Kraft dans mon sac à main avec des résultats de tests prouvant exactement le contraire. Avant de continuer, si vous croyez que la vérité finit toujours par éclater et que la tromperie ne gagne jamais, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela aide à partager ces histoires importantes. La fourchette a heurté mon assiette dans un bruit sec, les œufs tombant sur le set de table que j'avais acheté dans cette petite boutique de Lincoln Park, celle avec des fleurs brodées à la main que Jeffrey trouvait trop chère pour quelque chose sur lequel nous ne faisions que renverser de la nourriture. C'est drôle comme je me souvenais de cette dispute maintenant, assise là tandis qu'il détruisait calmement notre mariage entre 2 gorgées de café noir. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Ma voix est sortie étranglée, à peine plus qu'un murmure. Il a sorti son téléphone, balayant l'écran vers quelque chose qu'il avait manifestement préparé. J'ai fait quelques tests. Ma fertilité va bien. Ça fait 2 ans qu'on essaie, ami. Il a tourné l'écran vers moi trop rapidement pour que je puisse réellement lire quoi que ce soit, juste un flou de terminologie médicale et de chiffres. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. 4 mots qui expliquaient pourquoi il dormait en tenue de sport depuis 1 mois, habillé comme s'il pouvait avoir besoin de s'échapper de notre lit à tout moment, un pantalon de survêtement gris et un t-shirt en tissu technique, du genre qui évacue la transpiration, ce qui semblait approprié puisqu'il transpirait ses mensonges chaque nuit à côté de moi. Son réveil était passé de 7h à 6h30 il y a 3 semaines. Chaque matin, la même routine, le réveil sonne, il attrape le sac de sport déjà près de la porte de notre chambre, et disparaît avant que je puisse lui proposer un café ou une conversation. La pression de l'eau est meilleure à la salle de sport, avait-il expliqué quand j'avais fini par lui demander pourquoi il n'utilisait plus notre salle de bain, celle avec la pomme de douche effet pluie sur laquelle il avait insisté lorsque nous avions emménagé dans cet appartement de Chicago il y a 4 ans. J'ai pensé aux billets de concert dans mon tiroir, The Lumineers au théâtre de Chicago, des places au premier rang de l'orchestre qui m'avaient coûté $300. Quand je les avais mentionnés la semaine dernière, Jeffrey s'était soudainement souvenu d'une date limite pour un projet. La semaine d'avant, une réservation pour dîner chez Girl and the Goat était entrée en conflit avec une réunion client d'urgence. 2 semaines avant cela, un week-end pour voir mes parents à Milwaukee avait été annulé à cause de rapports trimestriels qui ne pouvaient absolument pas attendre. Chaque plan que je faisais donnait naissance à une obligation professionnelle urgente, comme si ma présence dans sa vie était devenue quelque chose à contourner plutôt qu'à intégrer dans son emploi du temps. Jeffrey, j'ai besoin d'enfants, ami. J'ai besoin d'un héritage. Il a dit cela comme s'il expliquait une acquisition d'entreprise, et non comme s'il discutait de l'avenir que nous avions planifié ensemble. Tu ne peux pas me donner ça. La visite de ma sœur Carole la semaine dernière prenait soudainement plus de sens. Elle avait trouvé son alliance dans le porte-gobelet de sa voiture, puis dans son sac de sport, puis sur son bureau à la maison. Chaque découverte s'accompagnait d'une nouvelle excuse, doigt gonflé à cause du sel, sensibilité au métal, allergie au savon qui n'affectait que son annulaire. Carole m'avait prise à part dans la cuisine, le front plissé par l'inquiétude. Il ne mange que des salades à emporter, avait-elle souligné. L'homme qui te suppliait de faire tes lasagnes vit de sweet green. Ami, quelque chose ne va pas. J'avais mis ça sur le compte du stress lié à nos tentatives de conception, mais maintenant je comprenais. Chaque repas fait maison que j'avais préparé, le rôti de bœuf qu'il demandait chaque dimanche, le pain à la banane qu'il emportait au travail pour s'en vanter, la soupe au poulet que j'avais perfectionnée à partir de la recette de sa grand-mère, il les avait tous rejetés. 3 mois de « j'ai mangé au bureau », de « le dîner avec le client a duré tard », et de « je n'ai pas faim, j'ai beaucoup déjeuné ». Il avait construit une distance bouchée par bouchée, douche par douche, excuse par excuse. Depuis combien de temps le savais-tu, ai-je demandé,
ma main se dirigeant instinctivement vers mon sac à main sur le comptoir où les résultats des tests du docteur Patricia Young attendaient dans leur enveloppe Kraft. Santé reproductive parfaite, avait-elle dit. Niveaux hormonaux optimaux, tout fonctionnait exactement comme il se doit. Est-ce que ça a de l'importance? Jeffrey s'est levé, ajustant sa chemise, une chemise que j'avais repassée hier, à l'époque où je pensais encore que nous étions un couple traversant une mauvaise passe. Le fait est que nous savons maintenant. Nous pouvons arrêter de prétendre que ça va marcher. Arrêter de prétendre. Comme si les 5 dernières années de mariage, les 2 années à essayer d'avoir un bébé, les courbes de température, les tests d'ovulation et l'intimité programmée, comme si tout cela n'avait été qu'une performance élaborée qu'il était fatigué de maintenir. J'ai pris rendez-vous avec un spécialiste, ai-je dit prudemment, en observant son visage. Pour faire des tests. Quelque chose a vacillé dans son expression. De la panique, peut-être, ou de l'agacement que j'ai pris l'initiative sans lui. Ce n'est plus nécessaire maintenant. Nous avons des réponses. Tes réponses, les jeux corrigés. De ton test que tu as fait sans me le dire, sans m'inclure, sans même me demander si nous devrions peut-être y aller ensemble. Il a pris sa tasse de café, ironiquement, sa préférée, celle que je lui avais offerte et qui disait « meilleur mari du monde », et l'a portée à l'évier. J'essayais de t'épargner l'embarras de le découvrir dans le cabinet d'un médecin. M'épargner. Comme s'il me faisait une faveur en annonçant ma prétendue infertilité autour d'eux brouillé un jeudi matin, sa voix aussi désinvolte que s'il me disait que nous devions acheter plus de lait. C'est très prévenant de ta part, ai-je dit, le sarcasme s'insinuant dans ma voix malgré mes efforts pour rester calme. Jeffrey s'est détourné de l'évier, me regardant vraiment pour la première fois depuis des semaines. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, ami. Nous savons tous les deux que notre mariage a des difficultés. Ceci explique simplement pourquoi. Notre mariage avait des difficultés parce qu'il s'en était systématiquement retiré. Mais je n'ai pas dit cela. Au lieu de ça, j'ai pensé à l'enveloppe dans mon sac à main, aux résultats des tests datant d'à accent grave peine 2 semaines, aux notes du médecin sur mes excellents indicateurs de fertilité. J'ai pensé aux mystérieux tests médicaux de Jeffrey qu'il n'avait jamais mentionné avoir fait, aux résultats qu'il m'avait montrés trop rapidement pour que je puisse les vérifier. Je devrais y aller, a-t-il dit, en consultant sa montre, la Rolex pour laquelle j'avais économisé pendant 6 mois pour notre 5e anniversaire de mariage. J'ai une réunion. Bien sûr, il en avait une. Jeffrey avait toujours un autre endroit où être quand notre vie exigeait une présence réelle. Tandis qu'il rassemblait ses affaires, sa sacoche d'ordinateur, ses clés, ce sac de sport qui vivait près de la porte, je suis resté assise à notre table de cuisine, fixant des œufs brouillés froids et analysant les 3 derniers mois sous un nouvel angle. Le retrait n'avait pas été de la dépression, du stress ou de la pression professionnelle. Il avait été calculé. Chaque pas en arrière, chaque centimètre de distance, chaque excuse et chaque évitement, tout cela menait à ce moment, à cette annonce, au prétendu diagnostic qui le libérait de l'obligation de notre mariage tout en me dépeignant comme celle qui était défaillante. La porte de l'appartement s'est refermée avec son clic familier, me laissant seul avec le fantôme du mot « stérile » planant dans l'air comme un nuage toxique. J'ai attrapé mon sac à main, j'ai sorti l'enveloppe Kraft, et j'ai étalé les résultats des tests du Dr Young sur la table où le rapport médical fantôme de Jeffrey se trouvait quelques minutes auparavant. Santé reproductive parfaite. Aucune barrière à la conception. Niveaux hormonaux optimaux. Je n'étais pas stérile, mais mon mariage, lui, l'était certainement. La serrure est apparue sur la porte du bureau de Jeffrey à la maison le lundi suivant. Pas n'importe quelle serrure. Un clavier numérique qui bipait chaque fois qu'il entrait son code, annonçant ses secrets avec une précision électronique. Je me tenais dans le couloir avec un panier à linge, le regardant la tester 3 fois pour s'assurer que je ne tomberais pas accidentellement sur ce qu'il protégeait. Confidentialité des clients, a-t-il dit sans que je le lui demande, ses doigts dansant toujours sur le clavier. Nouvelle réglementation de l'entreprise. Tu comprends. Je comprenais que Brennan & Associates n'avait jamais exigé de mesures de sécurité à domicile pendant les 5 années où il y avait travaillé. Je comprenais que son ordinateur portable avait de toute façon toujours été protégé par un mot de passe. Mais j'ai hoché la tête, ajustant le panier à linge sur ma hanche, faisant semblant que c'était normal. Un mari qui empêche sa femme d'entrer dans une pièce de leur propre maison. Cette nuit-là, une alerte au blizzard a recouvert Chicago. Le vent faisait vibrer nos fenêtres tandis que la neige s'accumulait contre le bâtiment, mais Jeffrey a quand même pris un appel téléphonique dans sa voiture.
Je l'ai observé depuis la fenêtre de notre 3e étage, assis sur le siège du conducteur, le moteur en marche, le pot d'échappement crachant des nuages blancs dans l'air glacial. Sa respiration embuait le pare-brise pendant qu'il parlait, gesticulant d'une main comme si son interlocuteur pouvait le voir. 20 minutes, 30. Au bout de 40 minutes, j'ai attrapé son lourd manteau et je suis descendu, inquiète du monoxyde de carbone, des gelures ou de la simple décence humaine. Mais quand j'ai frappé à la vitre de la voiture, il m'a regardé comme si j'interrompais quelque chose de sacré. Il a levé un doigt. Attends. Puis il s'est détourné, continuant sa conversation tandis que je restais dans le garage, tenant son manteau comme une idiote. Quand il est enfin rentré, ses oreilles étaient rouges vifs, ses doigts raides de froid. Appel important, ai-je demandé. Tu ne comprendrais pas, a-t-il dit. Et d'une certaine manière, cela m'a fait plus mal que s'il avait simplement menti. Le rejet physique a commencé subtilement, puis est devenu théâtral. Aux funérailles de notre voisine Madame Chen, la douce Madame Chen qui nous apportait des biscuits à chaque Noël, j'ai tendu la main vers celle de Jeffrey pendant la prière. Un geste normal, quelque chose que nous avions fait à des dizaines de services au fil des ans. Il a retiré sa main brusquement comme si je l'avais brûlé, cherchant plutôt son téléphone, faisant défiler ses courriels pendant que le pasteur parlait d'amour, de perte et des personnes que nous laissons derrière nous. Je croyais que tu cherchais mon portefeuille, a-t-il expliqué dans la voiture après coup, ce qui avait si peu de sens que je n'ai même pas répondu. Qui cherche le portefeuille de quelqu'un pendant une prière funéraire? Dans quel univers cela aurait-il pu être mon intention? Mais la fête de Noël de l'entreprise en décembre, c'est là qu'il a vraiment réalisé son chef-d'œuvre de rejet. Nous sommes arrivés séparément parce qu'il avait une urgence client, ce qui signifiait que je suis entré seul au rassemblement annuel de Brennan & Associates, cherchant du regard mon mari depuis 5 ans dans la foule. Je l'ai trouvé près du bar, riant avec des collègues que j'avais rencontrés des dizaines de fois. Des gens qui étaient venus chez nous, qui avaient mangé ma cuisine, qui nous avaient félicités lorsque nous nous sommes mariés. Oh, voici ami, a-t-il dit quand je me suis approché, comme si j'étais quelqu'un qu'il venait de rencontrer. Une simple invitée qu'il avait été obligé d'amener. Pas, ma femme, ami. Pas, vous vous souvenez d'amis. Juste, ami. Sans contexte, sans lien, sans revendication. Sa collègue Jennifer a semblé confuse. Votre femme, ami? Ami, oui, a dit Jeffrey, se détournant déjà pour commander un autre verre. Jennifer m'a regardé avec une sympathie qui ressemblait à de la pitié. D'autres membres du groupe ont échangé des regards, du genre qui disaient qu'ils en discuteraient plus tard, probablement dans une conversation de groupe dont Jeffrey ne ferait pas partie. J'ai passé le reste de la soirée à boire du vin seul dans un coin, observant mon mari parcourir la pièce comme un homme célibataire, sans jamais regarder dans ma direction, sans jamais reconnaître l'alliance que je portais encore, même si la sienne vivait partout sauf à son doigt. La dissémination de preuves a commencé en janvier, si évidente que c'en était insultant. Je suis rentré des courses pour trouver notre tablette partagée sur le comptoir de la cuisine, le navigateur toujours ouvert sur un article intitulé « Signe que votre femme pourrait être stérile ». L'historique des recherches en dessous se lisait comme le projet de recherche d'un homme désespéré, comment savoir si sa femme ne peut pas avoir de bébé, symptôme d'infertilité que les femmes cachent, groupe de soutien pour femmes stériles Chicago. Il voulait que je le trouve. Il voulait que je voie ses recherches et que je commence à me remettre en question, mon corps, ma valeur en tant que femme. La tablette qui vivait habituellement dans son bureau verrouillé avait été délibérément placée là où je la verrais, l'algorithme utile de Google servant ma prétendue inadéquation en phrases nettes et recherchables. Une semaine plus tard, chez Barnes & Noble, je l'ai surpris en train de photographier des pages d'un livre médical dans la section grossesse. Pas en achetant le livre, juste en prenant des photos de pages spécifiques sur l'infertilité, son téléphone soigneusement incliné pour capturer des graphiques et des statistiques. Quand il m'a vu approcher, il a fourré le téléphone dans sa poche si rapidement qu'il a failli le faire tomber. Des recherches pour le travail, a-t-il dit, bien que son travail concerne des portefeuilles financiers, pas des systèmes reproducteurs. Depuis quand les comptes d'investissement ont-ils besoin d'informations sur la grossesse? C'est compliqué, a-t-il dit, s'éloignant déjà, me laissant debout entre développement personnel et planification de grossesse comme une femme perdue dans sa propre vie. Le plus cruel, c'était à quel point tout cela était méthodique. Chaque recherche, chaque page photographiée, chaque preuve disséminée, il construisait un dossier contre moi, créant une trace écrite de ma prétendue déficience, s'assurant que lorsqu'il annoncerait finalement ma stérilité, il y aurait une base de
préoccupation et de recherche pour soutenir son affirmation. Ma mère est venue du Wisconsin pour mon anniversaire début février. Elle a fait un pas dans notre appartement, et j'ai vu son visage changer, comme si elle pouvait sentir la décomposition de notre mariage à travers les bougies à la vanille que j'avais allumées pour la masquer. Il fait un froid glacial ici, a-t-elle dit, bien que le thermostat indique 22 degrés. Elle parlait de la température émotionnelle. De la façon dont Jeffrey et moi nous déplacions l'un autour de l'autre comme des aimants aux pôles identiques, ne se touchant jamais, se repoussant toujours. Elle l'a regardé me donner une carte d'anniversaire de supermarché au dîner, du genre qu'on prend sur le présentoir des soldes. Joyeux anniversaire, en lettres scintillantes. Son nom signé en bas. Pas de « avec amour », pas de message, pas de reconnaissance de 5 années passées ensemble. Maman m'a coincé dans la cuisine pendant que Jeffrey prenait un autre mystérieux appel téléphonique. Chérie, a-t-elle murmuré, en essuyant des plats déjà secs. Qu'est-ce qui se passe ici? On essaie d'avoir un bébé, ai-je dit, mon excuse habituelle pour tout maintenant. C'est stressant. Elle m'a regardé comme elle le faisait quand j'avais 7 ans et que j'insistais sur le fait que le chien avait mangé mes devoirs, même si nous n'avions pas de chien. Ami, ce n'est pas du stress. C'est autre chose. Maman, s'il te plaît. Il n'a même pas écrit avec amour sur ta carte d'anniversaire. J'aurais voulu lui parler du bureau verrouillé, des appels dans la voiture pendant les blizzards, de la façon dont il avait cessé de prononcer mon nom avec tendresse. Au lieu de cela, j'ai souri, ce sourire brisé que j'avais perfectionné au cours de 3 mois à prétendre que tout allait bien. Nous traversons une période difficile. Elle est partie le lendemain matin, me serrant si fort dans ses bras que j'ai cru qu'elle ne me lâcherait jamais. Tu sais, tu peux toujours rentrer à la maison, m'a-t-elle murmuré dans les cheveux. Sans qu'on te pose de questions. Mais je n'étais pas prête à rentrer à la maison. Je croyais encore à la performance de Jeffrey, je pensais encore que c'était réparable, j'espérais encore que l'homme que j'avais épousé se trouvait quelque part à l'intérieur de cet étranger qui verrouillait les portes, disséminait des preuves et me traitait comme une maladie qu'il documentait pour des revues médicales. 2 semaines après la visite de maman, Jeffrey s'est déclaré malade au travail. La conversation téléphonique avec son superviseur a été brève, professionnelle, sa voix portant le poids d'une maladie imaginaire. Il a raccroché et m'a regardé de l'autre côté de notre chambre, et j'ai su avec la certitude qui vient de la vie avec quelqu'un dont on connaît les habitudes que ce qui allait suivre avait été planifié à la minute près. Il s'est déplacé dans notre appartement avec une détermination inhabituelle, préparant du café pour nous deux. Pas la tasse unique qu'il se versait depuis des mois, mais 2 tasses, mesurant le café moulu avec précision, ajoutant ma crème et mon sucre sans me demander si je le prenais toujours de la même manière. La cafetière gargouillait pendant qu'il ajustait les stores de la cuisine, les inclinant jusqu'à ce que la lumière du matin tombe sur notre table comme un projecteur sur une scène. « Assieds-toi » a-t-il dit en tirant ma chaise, la première fois qu'il le faisait depuis des mois. Le geste semblait répété, comme s'il s'était entraîné à être un gentleman une dernière fois avant de démanteler tout ce qui était doux entre nous. Je me suis assise, le regardant disposer nos tasses de café juste comme il faut, positionnant son dossier à l'angle parfait à côté de sa tasse. Tout était chorégraphié. Même la façon dont il s'est installé sur sa chaise semblait calculée, sa posture plus droite que d'habitude, ses mains jointes comme un présentateur de nouvelles sur le point d'annoncer une tragédie. Nous devons avoir une conversation honnête, a-t-il commencé, et j'ai remarqué qu'il regardait juste au-delà de moi, se concentrant sur un point au-dessus de mon épaule gauche, comme le font les acteurs quand ils ne peuvent pas tout à fait rencontrer le regard de leur partenaire de scène. Il a attrapé le dossier, brun, sans inscription, épais de ce qui ressemblait à des documents officiels, et l'a fait glisser sur la table avec la précision attentive de quelqu'un qui manipule des preuves. Le dossier s'est arrêté exactement à mi-chemin entre nous, une frontière qu'aucun de nous ne franchirait. J'ai fait des recherches, a-t-il dit, sa voix prenant un ton que je n'avais jamais entendu auparavant, clinique, détaché, comme s'il présentait les résultats trimestriels à des étrangers. Sur notre situation. Sur les raisons pour lesquelles nous n'avons pas réussi à concevoir. Mes mains se sont enroulées autour de la tasse de café pour me réchauffer, bien que le froid que je ressentais n'ait rien à voir avec la température. À travers la vapeur qui s'élevait de ma tasse, j'ai regardé le visage de Jeffrey passer par des expressions qu'il avait dû répéter, inquiétude, sympathie, résignation. Aucune d'elles n'atteignait ses yeux. Certaines femmes, a-t-il commencé, puis il a fait une pause, s'éclaircissant la gorge comme si les mots étaient difficiles. Mais je voyais bien qu'il ne l'était pas. Il coulait trop facilement, trop préparé.
Certaines femmes ne peuvent tout simplement pas avoir d'enfants, Amy. Ce n'est la faute de personne. C'est juste la biologie. Il a ouvert le dossier, révélant ce qui ressemblait à des rapports médicaux, des résultats de laboratoire, des graphiques avec des chiffres que je ne pouvais pas tout à fait lire de mon angle. Son doigt a tracé une ligne le long d'une page, s'arrêtant sur des sections surlignées, bien qu'il n'ait jamais poussé les documents assez près pour que je puisse les examiner correctement. Les tests sont concluants, a-t-il poursuivi, ce ton monotone et répété ne faiblissant jamais. Ton système reproducteur il n'est tout simplement pas capable. Les médecins appellent ça l'infertilité primaire. Irréversible. Les médecins. Quel médecin? Quand avais-je vu des médecins avec lui? Mais j'ai gardé la bouche fermée, regardant cette performance se dérouler, me sentant comme une spectatrice à mes propres funérailles alors que Jeffrey faisait l'éloge funèbre de notre mariage avec une terminologie médicale fabriquée. Le soulagement sur son visage était obscène. Ses épaules se sont détendues, sa respiration s'est approfondie comme s'il avait retenu son souffle pendant des mois et pouvait enfin expirer. Il s'était préparé à ce moment, ai-je réalisé, non pas en le redoutant, mais en l'anticipant, impatient de rendre son verdict et d'en finir avec la comédie de notre mariage. Nous devons explorer d'autres options, a-t-il dit, les mots coulant plus vite maintenant, plus confiant. Pour avoir une famille. Je veux dire, j'ai beaucoup réfléchi à ça, Amy. J'ai besoin d'enfants. J'ai besoin de laisser quelque chose derrière moi. Un héritage. Tu comprends? Un héritage. Comme s'il était un roi, soucieux de sa succession, au lieu d'un analyste financier qui passait ses journées à déplacer des chiffres sur des feuilles de calcul. Mais je suis restée silencieuse, mes doigts traçant la anse de ma tasse de café pendant que mon esprit filait vers le classeur dans notre chambre, vers le dossier marqué « Dossiers médicaux » où se trouvaient mes vrais résultats de test, ceux du docteur Patricia Young montrant que tout fonctionnait parfaitement, les niveaux hormonaux optimaux, aucune barrière à la conception. Je sais que c'est difficile à entendre, a poursuivi Jeffrey, interprétant mal mon silence comme de la dévastation plutôt que du calcul, mais nous devons faire face aux faits. Il a fait une pause, se reprenant pour le coup de grâce. Tu es défaillante, Amy. Et je ne peux pas te réparer. Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous, et c'est à ce moment-là que la tasse de café de ma grand-mère, la délicate tasse en porcelaine qu'elle m'avait offerte à notre mariage, peinte de minuscules myosotis et bordée d'or, a glissé de mes doigts engourdis. Elle est tombée dans ce qui a semblé être un ralenti, tournant une fois dans les airs avant de heurter notre parquet avec un son à la fois musical et final. Le café s'est répandu sur le sol en une étoile brune, s'étendant vers les pieds de Jeffrey comme une accusation. La tasse s'était brisée en 5 morceaux distincts, la anse intacte mais séparée, le fond nettement cassé, les côtés éparpillés comme des pétales d'une fleur morte. Je me suis agenouillé pour ramasser les morceaux, mes mains tremblant non pas de chagrin, mais d'une rage que je ne pouvais pas encore exprimer. Cette tasse avait survécu au mariage de 62 ans de ma grand-mère, avait voyagé de sa cuisine en Ohio à la mienne à Chicago, avait contenu des milliers de tasses de café à travers la joie, le chagrin et les matins ordinaires qui semblaient maintenant précieux dans leur simplicité. Laisse, a dit Jeffrey, déjà debout, reculant pour éviter le café qui s'étalait. Je vais chercher des serviettes en papier. Mais je n'ai pas laissé. J'ai recueilli chaque morceau avec soin, les berçant dans ma paume comme des oiseaux blessés. Les myosotis étaient encore visibles sur les plus gros fragments, leur peinture bleue inchangée malgré la violence de la rupture. En trouvant chaque éclat, j'ai réalisé que je ne ramassais pas de la porcelaine brisée. Je recueillais les preuves de quelque chose de plus grand qui se brisait, quelque chose qui ne pouvait pas être recollé avec des excuses ou des explications. Jeffrey est revenu avec un rouleau entier de serviettes en papier, les jetant sur la flaque à distance de sécurité, me regardant agenouillé parmi les ruines avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. De l'impatience, peut-être, ou du dégoût que je fasse toute une histoire pour une tasse cassée alors qu'il venait de me diagnostiquer comme défectueuse. Ce n'est qu'une tasse, a-t-il dit. C'était celle de ma grand-mère. On t'en achètera une autre. Le rejet désinvolte de quelque chose d'irremplaçable, cela m'a tout dit. Jeffrey pouvait fabriquer des rapports médicaux, répéter des discours devant des miroirs, orchestrer toute cette matinée comme une production théâtrale, mais il ne pouvait pas comprendre que certaines fractures ne pouvaient pas être réparées avec des pièces de rechange. Certaines choses, une fois brisées, le restaient. Je me suis levé, tenant toujours les morceaux de céramique, le café s'infiltrant à travers les serviettes en papier vers le dossier qu'il avait laissé sur la table. Le liquide brun a atteint le bord de ses faux rapports médicaux,
les tachant de la vérité de ce moment, désordonné, s'étalant, impossible à contenir. J'ai besoin de prendre l'air, ai-je dit, me surprenant de la stabilité de ma voix. Nous n'avons pas fini de parler. Si, ai-je dit, le regardant directement pour la première fois depuis qu'il avait commencé sa performance. Nous avons fini. Je suis allé dans notre chambre, portant toujours les morceaux brisés de la tasse de ma grand-mère, et je les ai soigneusement placés dans une petite boîte de mon tiroir à bijoux. Derrière, dans le classeur que Jeffrey n'avait jamais pris la peine d'explorer, mes vrais dossiers médicaux attendaient, santé reproductive parfaite, niveaux hormonaux optimaux, tout fonctionnant exactement comme il se doit. Mais je ne les ai pas pris. Pas encore. Parce que quelque chose dans le soulagement de Jeffrey, dans son discours répété et ses preuves fabriquées, me disait que c'était plus grand que le simple désir de quitter un mariage. Il s'agissait d'autre chose. Quelque chose qu'il cachait derrière des dossiers médicaux et une sympathie répétée. Je suis resté dans notre chambre pendant 10 minutes, la boîte contenant la tasse brisée de ma grand-mère posée sur la commode, avant d'entendre la voiture de Jeffrey sortir du garage. Il se dirigeait vers sa réunion client d'urgence, celle qui s'était matérialisée au moment où j'avais quitté sa performance. Par la fenêtre, j'ai regardé sa BMW disparaître au coin de la rue, puis j'ai attendu encore 5 minutes pour être sûr qu'il ne reviendrait pas pour quelque chose d'oublié. La porte de son bureau était ouverte. Pas seulement déverrouillée, complètement ouverte, comme s'il avait été si pressé de fuir la scène de sa cruauté qu'il avait complètement oublié sa précieuse sécurité. Le clavier numérique clignotait en vert, la serrure désengagée, son sanctuaire vulnérable pour la première fois depuis des mois. J'ai poussé la porte plus largement et je suis entré. La pièce sentait son eau de Cologne, celle, chère, que je lui avais achetée à Noël dernier, mélangée à autre chose. Du café, peut-être, et la légère douceur d'un parfum qui n'était certainement pas le mien. Son bureau était plus en désordre qu'il ne l'aurait jamais toléré s'il avait su que je le verrais, des papiers éparpillés sur la surface, des dossiers empilés au hasard, son espace habituellement organisé montrant des fissures dans sa façade parfaite. J'ai commencé par le classeur, mes doigts parcourant les onglets étiquetés jusqu'à ce que j'en trouve un marqué, impôt 2023. Mais ce n'étaient pas des impôts que Jeffrey cachait. Sous les formulaires W2 et les reçus de dépenses professionnelles, j'ai trouvé des relevés de cartes de crédit pour un compte dont j'ignorais l'existence. Les dépenses racontaient une histoire qui m'a tordu l'estomac. Victoria's Secret, 127,43 $, le 3 février. Une autre dépense 2 semaines plus tard, 89,99 $. Tailles indiquées sur le reçu détaillé, 85B, taille S. Je portais un 95C, taille M. Il y avait aussi des frais de restaurant. Giovanni S., le restaurant italien qui, selon lui avait donné une intoxication alimentaire l'année dernière, jurant qu'il n'y retournerait jamais. 3 dépenses au cours des 2 derniers mois, toujours exactement 2 dîners, toujours avec des accords mets et vins. Chez Laurent, où il avait prétendu que les portions étaient, prétentieusement petites, lorsque je l'avais suggéré pour notre anniversaire. 4 visites depuis décembre. Mes mains se sont déplacées mécaniquement, prenant des photos de chaque relevé avec mon téléphone, le clic de l'appareil photo semblant trop fort dans le bureau silencieux. Un reçu de bijouterie de janvier m'a fait faire une pause. 1340 $ pour des boucles d'oreilles en perles. Je n'avais jamais possédé de boucles d'oreilles en perles, je n'avais même jamais mentionné en vouloir. L'ordinateur portable de Jeffrey était ouvert sur son bureau, l'écran sombre mais non verrouillé. Une simple pression sur le pavé tactile l'a ramené à la vie, sa messagerie électronique déjà ouverte, comme s'il l'avait vérifié juste avant de créer sa production théâtrale matinale. La boîte de réception montrait principalement de la correspondance professionnelle, mais un drapeau violet a attiré mon attention, son système de classement personnel pour ce qu'il marquait comme « important ». Les courriels marqués étaient tous d'Angela Morrison. Je connaissais Angela. Elle travaillait à la comptabilité chez Brennan & Associates, avait commencé il y a environ 6 mois. Jolie, blonde, peut-être 28 ans. Elle était à la fête de Noël où Jeffrey m'avait présenté comme « juste amie ». Et maintenant, je comprenais que le regard sympathique qu'elle m'avait lancé n'était pas du tout de la sympathie. C'était de la pitié mêlée de culpabilité. Les courriels ont commencé de manière assez professionnelle en novembre, merci pour votre aide avec le portefeuille Richardson. Le client a adoré votre présentation. Correspondance professionnelle normale que personne ne remettrait en question. Mais en décembre, le ton avait changé, je n'arrête pas de penser au déjeuner d'hier. Ton eau de Cologne est encore sur mon écharpe.
Tes caresses me manquent. Janvier a apporté des déclarations, je n'ai jamais ressenti ça avant. Tu me fais croire en l'éternité. J'ai hâte que nous n'ayons plus à nous cacher. Mais ce sont les courriels de février qui m'ont coupé le souffle. Une photo en pièces jointes s'est chargée lentement. Une image d'échographie, granuleuse en noir et blanc, une petite masse entourée de rouge. L'objet, notre petit miracle, 12 semaines. Son message en dessous, je sais que le moment n'est pas parfait, mais ce bébé est notre nouveau départ. Après que tu auras quitté Ami, nous pourrons enfin être la famille que nous sommes censés être. Je vous aime déjà tellement tous les deux. 12 semaines. J'ai fait le calcul rapidement. Conception en novembre, juste au moment où les courriels avaient commencé. Pendant que Jeffrey évitait mes contacts comme si j'étais contagieuse, il créait une vie avec quelqu'un d'autre. Pendant qu'il me traitait de stérile, de défaillante, d'irréparable, Angela Morrison portait son enfant. J'ai tout photographié. Chaque courriel, chaque déclaration d'amour, chaque mention de leur projet futur, la mémoire de mon téléphone se remplissant de preuves de la double vie de mon mari. Chaque image était un clou de plus dans le cercueil de ces mensonges. Mais j'avais besoin de copies physiques, je les voulais organisées et indéniables. La bibliothèque fut mon prochain arrêt. J'ai dit à la bibliothécaire que je travaillais sur un projet juridique, ce qui n'était pas entièrement faux, et elle m'a installé à un ordinateur dans un coin. Une par une, j'ai téléchargé les photos de mon téléphone, les ai ajustées pour plus de clarté, et les ai imprimées sur l'imprimante de haute qualité de la bibliothèque. La machine ronronnait et cliquetait, produisant page après page de trahison en couleur. J'ai acheté un classeur à la papeterie à accent grave côté. Noir, professionnel, du genre que les avocats utilisent pour les dossiers. De retour à la bibliothèque, j'ai tout organisé chronologiquement, en utilisant des intercalaires étiquetés par mois, les courriels professionnels de novembre, l'escalade de décembre, les déclarations de janvier, l'annonce de grossesse de février. Chaque pièce était glissée dans des pochettes de protection, construisant une chronologie de la tromperie que personne ne pourrait contester. Mes mains avaient complètement cessé de trembler. Au lieu de cela, elles se déplaçaient avec une précision chirurgicale, créant une arme faite de vérité et d'horodatage. Quand le classeur fut complet, je ne pouvais pas le ramener à la maison. Jeffrey pourrait le trouver, le détruire avant que je sois prête. J'ai donc conduit jusqu'à l'appartement de ma sœur Carole à Lincoln Park, j'ai utilisé le double des clés qu'elle m'avait données il y a des années, et je les cachais derrière ses manteaux d'hiver dans le placard de l'entrée. Une assurance, ai-je murmuré à l'appartement vide, même si je savais que c'était plus que cela. C'était une preuve. C'était du pouvoir. C'était le début de quelque chose que je ne pouvais pas encore tout à fait nommer. Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet du Dr Young. J'ai besoin de copies de mes résultats de test, ai-je dit à la réceptionniste. Des copies officielles, avec en tête. C'est pour des raisons d'assurance. Le Dr Young m'a reçu cet après-midi-là, effectuant les mêmes tests qu'elle avait fait des semaines plus tôt juste pour s'assurer que rien n'avait changé, prise de sang, échographie, panels hormonaux, le bilan diagnostique complet qui prouverait au-delà de tout doute ce que les faux rapports médicaux de Jeffrey essayaient de nier. Ces chiffres sont exceptionnels, a dit le Dr Young, en examinant les résultats sur son ordinateur. Vous êtes dans le 95e percentile pour la santé de la fertilité dans votre groupe d'âge. Dans n'importe quel groupe d'âge. Je vois rarement des chiffres aussi idéaux. Pourriez-vous mettre cela par écrit, ai-je demandé. La compagnie d'assurance a besoin d'une documentation détaillée. Elle a imprimé plusieurs copies, chacune estampillée de son sceau officiel, signée de sa signature autoritaire. La preuve médicale que je n'étais pas défaillante, pas stérile, pas l'une des choses dont Jeffrey avait essayé de m'étiqueter. Êtes-vous sûr que tout va bien, a demandé le Dr Young en me tendant le dossier. Vous semblez différente de votre dernière visite. Tout devient très clair, lui ai-je dit. Et pour la première fois depuis des mois, c'était la vérité complète. Je suis rentré du cabinet du Dr Young avec le dossier des résultats de fertilité sur le siège passager, mon esprit passant déjà en mode performance. Si Jeffrey voulait une femme brisée, je lui donnerais exactement cela, une femme dévastée aux prises avec sa stérilité, pendant qu'il construisait sa nouvelle vie avec Angela Morrison. Le premier arrêt fut la librairie près de notre appartement. J'ai rassemblé des brassées de brochures sur l'adoption dans la section de planification familiale, en veillant à choisir celles avec les photos les plus déchirantes, des enfants attendant un foyer, des statistiques sur les adoptions par des couples plus âgés, des témoignages de parents qui avaient trouvé des chemins alternatifs vers la parentalité.
La caissière, une jeune femme aux yeux bienveillants, m'a touché doucement la main en me tendant le sac. Quel que soit le chemin que vous empruntez, a-t-elle dit doucement, j'espère que vous trouverez la paix. J'ai failli rire. La paix était la dernière chose que je cherchais. De retour à la maison, j'ai disposé les brochures avec une précision artistique. Une sur la table basse, partiellement cachée sous un magazine comme si je l'avais lu en privé. Une autre marquant la page de mon roman de chevet. Une troisième glissée dans mon sac à main, où Jeffrey la verrait quand je laisserais, accidentellement, le sac ouvert sur le comptoir de la cuisine. Notre ordinateur partagé est devenu ma toile suivante. J'ai passé 2 heures à faire des recherches sur les cliniques de FIV, les traitements de fertilité et les programmes de dons d'ovules, en veillant à créer un historique de navigation complet. J'ai mis en favori des pages intitulées « Quand votre corps vous abandonne » et « Accepter l'infertilité, guide du deuil pour une femme ». J'ai même créé une feuille de calcul comparant les coûts des cliniques, sachant que l'esprit analytique de Jeffrey vérifierait mon historique de recherche et apprécierait la documentation approfondie de mon prétendu désespoir. Le groupe de soutien fut peut-être ma plus belle performance. Les guerriers de la fertilité de Chicago se réunissaient les mercredis soirs dans le sous-sol d'une église à Wicker Park. Je suis arrivé 15 minutes en avance, portant le pull ample que Jeffrey m'avait offert il y a 2 Noëls, celui qui me faisait paraître plus petite, plus vulnérable. Je viens de l'apprendre, ai-je dit au groupe, ma voix se brisant au moment parfait. Mon mari il a été si compréhensif, mais je vois la déception dans ses yeux. Il veut tellement des enfants. Les autres femmes m'ont entouré d'une compassion sincère, partageant leurs propres histoires de perte et de désir. Je me sentais comme une imposture au milieu de leur vraie douleur, mais j'avais besoin du reçu de la boîte de dons. J'avais besoin de la carte de présence qu'elle tamponnait. J'avais besoin que Jeffrey trouve ses miettes de pain et croie que je me noyais dans le diagnostic qu'il avait inventé. Quand je suis rentré ce soir-là, Jeffrey était déjà là, une occurrence rare. Il se tenait dans la cuisine, tenant une des brochures sur l'adoption que j'avais laissée, son expression indéchiffrable. « Tu te renseignes sur l'adoption ?» a-t-il demandé, sa voix soigneusement neutre. Je me suis dit que peut-être, j'ai laissé ma voix s'éteindre, ajoutant un petit reniflement pour l'effet. Si nous ne pouvons pas avoir les nôtres? Quelque chose a changé sur son visage. De la satisfaction, peut-être, ou le soulagement que j'accepte son récit. C'est très mature de ta part, ami. Très pratique. Pratique. Comme choisir un autre itinéraire pour aller au travail quand il y a des embouteillages. Pas comme envisager d'élever l'enfant d'une autre personne parce que votre mari vous a convaincu que votre corps est défaillant. Au cours de la semaine suivante, le comportement de Jeffrey a changé radicalement. Il a commencé à rentrer de plus en plus tard, à minuit, 1 heure, parfois 2 heures du matin. Plus d'excuses sur les dîners avec les clients ou les réunions d'urgence. Il entrait simplement, prenait une douche immédiatement, et se glissait dans le lit sans un mot. L'odeur du parfum d'Angela s'accrochait à lui comme une preuve qu'il n'essayait même plus de cacher. Je l'ai regardé évacuer lentement notre vie. D'abord, la montre de son grand-père a disparu de la commode, la Rolex dont il avait hérité, qui, selon lui, avait besoin d'un nettoyage professionnel. Puis son diplôme universitaire a disparu du mur, soi-disant requis pour une mise à jour de certification professionnelle. Sa tasse de café préférée, celle que je lui avais offerte et qui disait « meilleur mari du monde », a migré vers son bureau et n'est jamais revenu. Il déménageait par petits morceaux, pensant que j'étais trop anéanti pour le remarquer. Mais je remarquais tout. Je documentais tout. Chaque objet manquant, chaque arrivée tardive, chaque douche qu'il avait le parfum d'une autre femme. Carole est devenue mon arme secrète. Elle appelait quand Jeffrey était à la maison, sa voix assez forte pour traverser les murs fins de notre appartement. « Ami, chérie, tu dois accepter ce que tu ne peux pas changer », disait-elle, tout en m'envoyant des liens vers des avocats spécialisés en divorce par texto. « Je sais », répondais-je en larmes. « J'ai juste besoin de trouver un nouveau but dans la vie. » Pendant ce temps, je prenais des captures d'écran des frais de carte de crédit de Jeffrey pour des hôtels pendant les heures de déjeuner. Un soir, Carole s'est surpassée. Jeffrey était dans son bureau avec la porte entr'ouverte, et elle a appelé pile à l'heure prévue. « As-tu pensé à enseigner ? Ou à faire du bénévolat ?» a-t-elle demandé à voix haute. Les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants trouvent souvent leur épanouissement d'autres manières. J'ai sangloté de manière convaincante au téléphone tout en tapant des notes sur le calendrier de grossesse d'Angela sur mon ordinateur portable. Peut-être que tu as raison.
Peut-être que je dois arrêter d'espérer quelque chose qui n'arrivera jamais. Jeffrey est sorti de son bureau, s'est approché et m'a tapoté l'épaule, la première fois qu'il me touchait volontairement depuis des mois. Le geste était si condescendant, si faussement sympathique, que j'ai dû me mordre la langue pour ne pas éclater de rire. « Ta sœur donne de bons conseils », a-t-il dit, reculant déjà comme si la sympathie était une ressource limitée qu'il ne pouvait pas se permettre de gaspiller. Jeudi après-midi, mon téléphone a vibré avec un texto de Jeffrey, « Dîner demain à la Bernardine, 19h. Nouvelles importantes à partager. S'il te plaît, ne sois pas en retard. » La Bernardine. Où il m'avait demandé en mariage il y a 6 ans, où nous avions célébré notre premier anniversaire. La cruauté calculée de choisir ce restaurant pour l'annonce qu'il prévoyait de faire a fait trembler mes mains, non pas de tristesse, mais d'anticipation. J'ai passé le vendredi après-midi à me préparer méthodiquement. Le classeur de l'appartement de Carole est revenu avec moi, son contenu transféré dans une enveloppe Kraft, épaisse, substantielle, impossible à ignorer. J'ai arrangé les preuves dans un ordre spécifique, mes résultats de test de fertilité en premier, prouvant son mensonge fondamental, puis les relevés de cartes de crédit, les reçus de restaurant, les frais de Victoria's Secret, le reçu de la bijouterie pour des boucles d'oreilles que je n'avais jamais vues. Enfin, les courriels imprimés avec Angela, se terminant par sa photo d'échographie et sa déclaration d'amour. Chaque page était une balle, chargée en séquence pour un impact maximal. J'ai choisi ma tenue avec soin, la robe noire que Jeffrey m'avait achetée pour mon dernier anniversaire, celle qui, selon lui, me rendait belle avant qu'il ne décide que j'étais défaillante. Je me suis maquillée avec des mains stables, chaque coup de mascara une armure contre la cruauté qu'il avait prévue. L'enveloppe Kraft tenait parfaitement dans mon sac à main, son poids rassurant contre mon flanc. Je me suis regardé dans le miroir. Pas une victime, pas une femme brisée acceptant son sort, mais quelqu'un sur le point de renverser complètement le scénario que Jeffrey avait écrit. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de Jeffrey, « En fait, j'amène quelqu'un que tu devrais rencontrer. J'espère que ça ne te dérange pas. » Quelqu'un que je devrais rencontrer. Angela Morrison, portant son enfant pendant qu'il me traitait de stérile. L'audace était à couper le souffle, mais c'était aussi parfait. Il était sur le point de m'offrir la scène pour ma propre performance, avec des témoins. J'ai appelé un taxi au lieu de conduire, sachant que mes mains ne seraient peut-être pas assez stables pour le retour. Le chauffeur m'a déposé à la Bernardine à 18h45, et je suis resté dehors un instant, regardant l'élégante façade où Jeffrey s'était agenouillé il y a 6 ans. Le même endroit où il avait promis de m'aimer dans la maladie et la santé, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Apparemment, jusqu'à ce que de faux rapports médicaux ne faisaient pas partie des vœux. À l'intérieur, le maître d'hôtel m'a reconnu immédiatement. « Madame Hawthorne, quel plaisir de vous revoir. Votre mari a fait une réservation pour 3. 3, pas 2. Il avait vraiment fait une réservation incluant sa maîtresse enceinte dans notre endroit spécial. J'aimerais cette table, s'il vous plaît, ai-je dit, en désignant une table au centre de la salle à manger principale. Celle près de la fenêtre. Monsieur Hawthorne a demandé une banquette dans un coin. Je n'en doute pas, ai-je souri, en lui glissant un billet de 20 dans la paume. Mais je suis légèrement claustrophobe, et cette table serait parfaite. Serait-ce possible? Le maître d'hôtel a jeté un coup d'œil au billet, puis à mon visage, et quelque chose dans mon expression a dû lui dire qu'il ne s'agissait pas vraiment de préférence de placement. Bien sûr, Madame Hawthorne. Par ici. La table était parfaitement positionnée, visible de la majeure partie de la salle à manger, avec suffisamment d'espace autour pour que les autres convives aient une vue claire de ce qui allait se passer. Je me suis assise face à l'entrée, j'ai commandé un verre d'eau, et j'ai soigneusement placé mon sac à main sur la chaise vide à côté de moi, l'enveloppe Kraft à l'intérieur comme une arme chargée, attendant le bon moment. À 19h précise, ils sont entrés. Jeffrey est entré le premier, portant son plus beau costume, celui gris anthracite que je l'avais aidé à choisir pour la célébration de sa promotion l'année dernière. Derrière lui, la main posée sur son bras comme si elle y avait sa place, se trouvait Angela Morrison. La robe bleue fluide qu'elle portait rendait sa grossesse indubitable, le tissu drapant ce qui ressemblait à un ventre de 4 mois. Ses cheveux blonds étaient coiffés en ondulations douces, son maquillage parfait, toute son apparence criant « Je suis la nouvelle version, la meilleure ». La salle à manger a semblé s'arrêter. J'ai vu la reconnaissance traverser plusieurs visages, des collègues de l'entreprise de Jeffrey, des voisins de notre immeuble,
même le docteur Patel du 3e étage qui avait assisté à notre fête d'anniversaire il y a 2 ans. La prise de souffle collective lorsqu'ils ont réalisé que Jeffrey Hawthorne escortait sa maîtresse visiblement enceinte à un dîner avec sa femme était presque audible. Le pas de Jeffrey a vacillé quand il a vu où j'étais assise, non pas cachée dans une banquette d'angle, mais exposée au centre de la pièce comme une pièce de théâtre. Sa mâchoire s'est contractée, mais il s'est vite repris, guidant Angela en avant avec sa main sur le bas de son dos, de manière possessive et protectrice. « Ami » a-t-il dit quand ils ont atteint la table, sans tout à fait me regarder dans les yeux. « Voici Angela, de mon bureau. Je pensais qu'il était temps que vous vous rencontriez. » Angela avait la décence d'avoir l'air mal à l'aise, sa main libre se posant sur son ventre dans ce qui semblait être un geste nerveux. De près, je pouvais voir qu'elle était plus jeune que je ne le pensais, peut-être 27, 28 ans. Elle avait cette lueur de grossesse, dont les gens parlent, bien que cela puisse être simplement la gêne qui lui rougissait les joues. « Comme c'est charmant », ai-je dit, me levant pour tirer la chaise d'Angela avant que Jeffrey ne puisse le faire. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous devez être fatigué, étant si avancé. » Les yeux d'Angela se sont légèrement écarquillés devant ma sollicitude, mais elle s'est assise en marmonnant un « merci » discret. Jeffrey a pris sa place, se positionnant entre nous comme un arbitre à un match de boxe. Le serveur est apparu immédiatement, le service de la Bernardine était impeccable, et Jeffrey a commandé une bouteille de vin avant de se souvenir. En fait, juste 2 verres. Angela ne peut pas boire, ai-je terminé. Bien sûr que non. Félicitations pour le bébé, au fait. Le mot « bébé » a semblé résonner à notre table. La main d'Angela est revenue sur son ventre, un geste protecteur qui aurait pu être touchant si elle ne portait pas l'enfant de mon mari. Ami, a commencé Jeffrey, sa voix prenant cette qualité répétée que j'avais entendue tant de fois ces derniers temps. Je sais que c'est difficile, mais étant donné ta situation, je pense qu'il est préférable que nous discutions de l'avenir. Honnêtement. Ta situation. Comme si ma prétendue stérilité était une maladie contagieuse que nous ne pouvions pas nommer directement. Angela et moi nous sommes rapprochés pendant des moments difficiles, a-t-il poursuivi, tendant la main pour poser la sienne sur celle d'Angela sur la table. Elle a été incroyablement compréhensive pendant que je digérais tout. Digérais. Comme si notre mariage était des données à analyser plutôt que 5 ans de vie partagée. Ça doit être dur, a dit doucement Angela, parlant pour la première fois depuis qu'elle était assise. D'apprendre que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Jeffrey m'a parlé de votre diagnostic. La fausse sympathie dans sa voix était presque parfaite. Elle avait clairement répété cela, probablement avec Jeffrey la cochant sur ce qu'il fallait dire exactement. Mais il y avait autre chose là aussi. Une petite note de supériorité. Elle pouvait donner à Jeffrey ce que je ne pouvais pas. Elle était la terre fertile où son héritage grandirait. Oui, le diagnostic a été assez choquant, ai-je dit, en prenant une gorgée d'eau. Bien que j'imagine qu'il y a eu beaucoup de découvertes choquantes ces derniers temps. La main de Jeffrey s'est crispée sur son verre de vin, mais Angela n'a pas saisi le sous-entendu. Elle frottait son ventre en cercle lent, une performance de bonheur maternel qui était clairement destinée à contraster avec mon prétendu vide. Nous n'avions pas prévu que cela arrive, a dit Jeffrey, se lançant dans ce qui était clairement un discours préparé. Mais parfois la vie prend des tournants inattendus. Nous devons accepter la réalité et avancer avec grâce. Accepter la réalité. Avancer. Il m'avait vraiment amené ici, dans notre endroit spécial, avec sa maîtresse enceinte, pour me débiter du jargon d'entreprise sur l'acceptation de ma déficience. Je suis tout à fait d'accord, ai-je dit, souriant si chaleureusement que Jeffrey s'est agité sur son siège. En fait, j'aimerais proposer un toast. J'ai levé mon verre d'eau, attendant qu'ils lèvent leur vin. Jeffrey semblait incertain, mais Angela a levé son verre d'eau, impatiente de dépasser la gêne. Au nouveau départ, ai-je dit. À la vérité. Et aux révélations inattendues. Nous avons trinqué, le son cristallin dans le restaurant soudainement silencieux. Je pouvais sentir les autres convives nous observer, faisant semblant de ne pas regarder tout en nous fixant absolument. En parlant de vérité, a dit Jeffrey, posant son verre avec la gravité de quelqu'un sur le point d'annoncer une nouvelle importante. Angela et moi voulions être complètement honnêtes avec toi sur nos projets pour l'avenir. Pour l'avenir. Voilà encore cette expression, comme si notre mariage était une fusion d'entreprises qui n'avait pas fonctionné. Nous allons être une famille, a ajouté Angela, ses mains toujours en cercle sur son ventre.
Une vraie famille. Contrairement à ce que Jeffrey et moi avions été, faux, incomplet, insuffisant. J'ai hoché la tête pensivement, puis j'ai attrapé mon sac à main avec un calme délibéré. Vous savez quoi? Vous avez tout à fait raison. C'est le moment idéal pour une honnêteté totale. Mes doigts ont trouvé l'enveloppe Kraft, son poids rassurant et final. Et dans un esprit d'honnêteté, Jeffrey, j'ai quelque chose pour toi. L'enveloppe a fait un léger bruit lorsque je l'ai sortie de mon sac à main, épaisse de documentation, lourde de vérité. J'ai posé l'enveloppe Kraft sur la nappe blanche entre nous, la laissant reposer là un instant comme un verdict attendant d'être lu. La douce lumière du restaurant a attrapé les bords de l'enveloppe, et j'ai vu les yeux de Jeffrey se fixer dessus avec la lassitude de quelqu'un qui vient de remarquer un serpent. Qu'est-ce que c'est? Sa voix avait perdu toute sa confiance répétée. Ouvre-la, ai-je simplement dit. Les doigts de Jeffrey ont hésité sur le seau, et je pouvais le voir calculer, essayant de deviner ce que j'aurais pu découvrir. Angela s'est légèrement penchée en avant, curieuse mais pas encore alarmée. Elle pensait encore qu'elle était en train de gagner, croyait encore qu'elle était la version fertile et améliorée de la femme défaillante. Le seau de l'enveloppe a cédé avec un petit bruit de déchirure qui a semblé énorme dans le silence autour de notre table. Jeffrey a sorti la pile de papier, et j'ai vu son visage changer lorsqu'il a reconnu l'entête, Dr Patricia Young, endocrinologie de la reproduction et fertilité. Ses mains ont commencé à trembler alors qu'il lisait la première page. J'avais surligné les parties importantes en jaune clinique, santé reproductive exceptionnelle. Niveaux hormonaux optimaux. 95e percentile pour les indicateurs de fertilité. Aucune barrière à la conception identifiée. C'est impossible, a-t-il murmuré, les papiers tremblants dans sa poigne. Angela s'est étirée pour voir ce qu'il lisait, ses cheveux parfaitement coiffés tombant en avant alors qu'elle se penchait sur lui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont mes résultats de test de fertilité, ai-je dit, ma voix portant juste assez pour atteindre les tables adjacentes où je savais que les gens écoutaient. Daté d'il y a 2 semaines, avec des tests de confirmation d'il y a 6 mois. Chaque indicateur montre une santé reproductive parfaite. La couleur quittait le visage de Jeffrey comme si on avait tiré un bouchon. Il a tourné la 2e page, puis la 3e, la signature et le sceau officiel du Dr Young sur chacune, ses notes détaillées et indéniables. Mais tu as dit, a commencé Angela, se tournant vers Jeffrey avec confusion. Tu as dit qu'elle était stérile. Tu m'as montré des rapports médicaux. Les rapports qu'il t'a montrés étaient fabriqués, ai-je dit calmement. Ou devrais-je lui parler de tes vrais antécédents médicaux, Jeffrey? Sa tête s'est relevée brusquement, et pour la première fois depuis son arrivée, il m'a regardé directement. Une peur réelle a vacillé dans ses yeux. De quoi parles-tu? J'ai sorti un autre document de la pile qu'il n'avait pas encore atteinte. Ton opération de varicocèle. Il y a 2 ans, tu te souviens? L'urologue a dit que cela pourrait affecter ta fertilité. Tu étais censé y retourner pour des tests de suivi, mais tu ne l'as jamais fait. La main d'Angela avait cessé de bouger sur son ventre, figée sur place comme si elle avait été mise en pause au milieu d'un geste. Le médecin a dit que la motilité de tes spermatozoïdes était sévèrement réduite, ai-je continué, observant le visage de Jeffrey passer par la panique, le déni et la rage. Moins de 15% de mouvement normal. Les chances que tu sois le père d'un enfant naturellement sont, eh bien, disons simplement qu'elles ne sont pas bonnes. Ce n'est pas vrai, c'était avant l'opération. Tu n'as jamais refait de test après l'opération, ai-je souligné. J'ai vérifié auprès du cabinet de l'urologue. Pas de rendez-vous de suivi, pas de nouveaux résultats. Tu as juste supposé que ça s'était arrangé tout seul. Angela nous regardait maintenant l'un après l'autre, la bouche légèrement ouverte, traitant des implications qui détruisaient toute sa vision du monde. Mais si Jeffrey a des problèmes de fertilité? Le calcul était simple, brutal et indéniable. Elle était enceinte de 4 mois. Jeffrey avait des problèmes de fertilité documentés. Le bébé qui grandissait en elle ne pouvait pas être le sien. Non, a dit Jeffrey, se tournant vers Angela avec un désespoir qui craquelait sa voix. L'opération a tout arrangé. Elle a dû tout arranger. Ce bébé est le mien. Le visage d'Angela était passé de la confusion à la panique. Bien sûr qu'il est à toi. Nous sommes ensemble depuis novembre. Étais-tu avec quelqu'un d'autre? La voix de Jeffrey s'est élevée, attirant les regards ouverts des tables voisines. Angela, étais-tu avec quelqu'un d'autre? Non,
mais le mot est sorti trop vite, trop aigu, un indice que tout le monde à table a reconnu. Angela. Jeffrey a attrapé son poignet, pas fort, mais assez fermement pour qu'elle ne puisse pas se dégager. À qui est ce bébé? Il est à toi, a-t-elle insisté, mais des larmes commençaient à se former dans ses yeux, son maquillage soigné commençant à couler. Le calendrier ne fonctionne pas si je suis stérile, a dit Jeffrey, le mot « stérile » sortant comme du verre brisé. À qui est ce bébé? Le restaurant était devenu complètement silencieux autour de nous. Même les serveurs avaient cessé de bouger, tout le monde regardant ce drame se dérouler comme un dîner-spectacle pour lequel ils n'avaient pas payé mais qu'ils ne pouvaient s'empêcher de regarder. Angela a essayé une fois de plus. Jeffrey, s'il te plaît. On peut faire un test. À qui est ce bébé? Le cri a résonné dans l'élégante salle à manger de la Bernardine. Angela a tressailli, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues, et j'ai vu le moment exact où elle a craqué. David, a-t-elle murmuré. Quoi? David de la comptabilité. Sa voix était à peine audible, mais dans le restaurant silencieux, tout le monde a entendu. Nous étions ensemble avant toi et moi, il y a eu un chevauchement. Je pensais que c'était le tien. Je voulais que ce soit le tien. Mais les dates? J'ai regardé le monde de Jeffrey s'effondrer en temps réel. Son visage est passé du rouge au blanc puis au gris en l'espace de quelques secondes. La main qui tenait le poignet d'Angela s'est relâchée, tombant sur la table comme quelque chose de mort. Tu savais, il s'est tourné vers moi, sa voix creuse. Tu savais qu'elle était enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Je savais qu'elle était enceinte, les jeux corrigés. Le reste n'était que des mathématiques. Tes problèmes de fertilité plus sa grossesse égale l'enfant de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas besoin d'être détective pour le deviner. Angela sanglotait maintenant, des pleurs qui ruinaient son maquillage parfait, des traces de mascara noir coulant sur ses joues. Je t'aimais, a-t-elle dit à Jeffrey. Je pensais que nous pourrions être une famille. Avec l'enfant d'un autre homme. Le rire de Jeffrey était amer, assez vif pour couper. Tu allais me laisser élever l'enfant d'un autre homme? Comme tu allais me laisser croire que j'étais défaillante, ai-je interjeté. Nous faisons tous des choix, Jeffrey. Certains d'entre nous en font simplement de meilleurs que d'autres. Un serveur est apparu à notre table, clairement envoyé par la direction pour gérer le dérangement. Est-ce que tout va bien ici? Nous aurons besoin de notes séparées, ai-je dit agréablement. Je vais partir la première. Je me suis levé, rassemblant mon sac à main tout en laissant l'enveloppe et son contenu étalé sur la table, les résultats de fertilité, les relevés de cartes de crédit, les courriels entre Jeffrey et Angela, tout cela disposé comme des preuves lors d'un procès. Les papiers du divorce sont au bas de la pile, ai-je dit à Jeffrey, qui regardait Angela comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Mon avocat vous contactera au sujet du calendrier. Oh, et Angela, me suis-je tourné vers la femme en pleurs. Félicitations pour le bébé. Je suis sûr que David sera ravi. La dernière chose que j'ai vue avant de partir, c'est Jeffrey demandant à Angela encore et encore, comment as-tu pu me mentir, la même question que je m'étais posée pendant des mois, maintenant retournée contre lui avec les intérêts. Le maître d'hôtel m'a tenu la porte en sortant, et je l'ai entendu murmurer, bien joué, madame. Dehors, l'air nocturne de Chicago semblait frais, pur et plein de possibilités. Je suis resté sur le trottoir devant la Bernardine, le vent frais de Chicago traversant ma robe noire, et j'ai sorti mon téléphone. Carole a répondu dès la première sonnerie. Comment ça s'est passé? Mieux que prévu, ai-je dit en marchant vers le lac. Le bébé d'Angela est de quelqu'un qui s'appelle David de la comptabilité. Attends, quoi? Jeffrey ne peut pas avoir d'enfant? Son opération il y a 2 ans, il n'a jamais refait de test. Angela couchait avec un collègue. Tout s'est effondré là, à table. Le rire de Carole était vif et éclatant. Donc il t'a traité de stérile tout en étant lui-même stérile, et sa maîtresse était enceinte de l'enfant d'un autre homme. Apparemment, le karma prend des notes. J'ai continué à marcher, mes talons claquant contre le trottoir dans un rythme qui ressemblait à la liberté. Derrière moi, à travers les fenêtres du restaurant, je pouvais encore voir notre table, Jeffrey affalé sur sa chaise, Angela sanglotant dans ses serviettes, le contenu de l'enveloppe Kraft étalé entre eux comme l'épave de 2 liaisons qui entrent en collision. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jeffrey, ce n'est pas fini. Je l'ai supprimé sans répondre et j'ai bloqué son numéro. C'était fini.
Il ne l'avait simplement pas encore accepté. Le lendemain matin, j'ai rencontré mon avocate, Patricia Chin, à son bureau dans le Lot. Elle a examiné les images de sécurité du restaurant que son assistante avait réussi à obtenir. La Bernardine avait des caméras, et le maître d'hôtel avait été très serviable. Patricia a souri comme une joueuse d'échecs qui voit l'échec et mate 5 coups à l'avance. Il a emmené sa maîtresse enceinte dans le restaurant de votre anniversaire de mariage, a-t-elle dit en secouant la tête. Les juges détestent ce genre de cruauté. Ajoutez à cela les faux rapports médicaux sur votre fertilité, et nous nous dirigeons vers un règlement très favorable. Je ne veux pas de son argent, ai-je dit. Je veux juste m'en sortir. Vous accepterez un règlement équitable, a corrigé Patricia. Vous l'avez soutenu pendant ses études de commerce. Vous avez abandonné votre carrière en marketing pour le suivre à Chicago pour son travail. Vous méritez une compensation pour cela. Elle avait raison. J'avais oublié ses sacrifices, si enfouis sous les trahisons récentes que j'avais perdu de vue tout ce que j'avais abandonné pour la réussite de Jeffrey. Le divorce s'est déroulé avec une rapidité surprenante. Jeffrey, humilié et désespéré de quitter Chicago, a tout accepté, l'appartement, les économies, et même une pension alimentaire pendant 2 ans. Il a signé les papiers avec l'air défait de quelqu'un qui a perdu une guerre qu'il avait commencée. Angela a disparu de sa vie immédiatement. J'ai entendu par des connaissances communes qu'elle avait essayé de le convaincre que le bébé pouvait encore être le sien, suggérant même un test de paternité, mais Jeffrey en avait fini avec les mensonges. Il avait appris trop tard ce que la tromperie faisait ressentir du côté du receveur. 3 mois plus tard, j'arrosais des herbes sur le balcon de mon nouvel appartement à Lincoln Park quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu de Boston. Ami ? La voix de Jeffrey semblait creuse, distante. Je voulais m'excuser. J'ai posé l'arrosoir et j'ai regardé le lac Michigan, bleu, vaste et honnête. Pour quelle partie ? Pour tout. Pour t'avoir traité de stérile. Angela. Tout ça. T'excuses-tu parce que tu es désolé, ou parce que ta vie s'est effondrée ? Le silence a duré assez longtemps pour que je pense qu'il avait raccroché. Puis, Angela a eu le bébé. David se bat pour la garde. Elle m'avait d'abord nommé sur l'acte de naissance, mais le test de paternité, mon Dieu, ami, elle a essayé de me piéger avec l'enfant d'un autre homme. Comme tu as essayé de me piéger avec une fausse infertilité. Je sais. Je le vois maintenant. L'ironie. Ce n'est pas de l'ironie, Jeffrey. C'est la justice. J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro de Boston aussi. 2 semaines plus tard, j'ai rencontré Mark lors d'une conférence médicale où je présentais sur le marketing de la santé. Il était pédiatre au Northwestern Memorial, grand et gentil, avec des mains qui avaient tenu des milliers de bébés. Quand je lui ai raconté mon histoire autour d'un café, toute la laide vérité, il a ri si fort qu'il a failli renverser son latte. Ton ex-mari t'a traité de stérile. Il a secoué la tête avec incrédulité. J'ai vu tes résultats de test dans ton dossier médical. Tu es dans le 95e percentile. Tu pourrais probablement tomber enceinte avec un simple courant d'air. Ce n'était pas romantique de parler de fertilité lors d'un premier rendez-vous, mais c'était honnête. Pas de faux semblants, pas de performance, pas de dossier caché avec des preuves fabriquées. Mark ne dormait pas en tenue de sport. Il ne fermait pas les portes à clé et ne prenait pas d'appel pendant les tempêtes de neige. Quand il restait dormir, il me serrait contre lui au lieu de construire des murs au milieu du lit. Son téléphone était posé face visible sur la table de nuit, déverrouillé, ennuyeux par son manque de secret. 6 mois après le divorce, j'ai planté des tomates sur mon balcon. Des Cherokee Pure Play, des Sun Gold, des variétés qui nécessitaient de l'attention et des soins mais qui vous récompensaient par leur abondance si vous étiez patiente. En enfonçant les graines dans la terre, j'ai pensé à la croissance, aux choses qui s'épanouissent lorsqu'elles sont plantées dans la vérité plutôt que dans la tromperie. Les tomates ont grandi, hautes et fortes cet été-là, leurs tiges s'élevant vers le soleil comme si elles n'avaient rien à cacher. J'en ai donné à mes voisins, à Carole, même au maître d'hôtel de la Bernardine, qui était devenu un ami après cette nuit-là. Elles sont incroyables, a-t-il dit en mordant dans une. Quel est votre secret ? De la bonne terre, lui ai-je dit. Sans mensonge mélangé dedans. Jeffrey a envoyé un dernier courriel avant que je ne change d'adresse. Il était à Boston, travaillait dans une plus petite entreprise, vivait dans un studio. Angela était retournée vivre chez ses parents en Indiana,
élevant seul le fils de David. David ne voulait rien avoir à faire avec aucun d'eux. J'ai tout détruit, a-t-il écrit, pour un bébé qui n'était même pas le mien. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire que l'univers n'avait pas déjà mieux dit. Debout sur mon balcon maintenant, le soleil doux réchauffant mon visage, je tenais une tomate parfaitement mûre dans ma paume. Elle était lourde de jus, de vérité et de la satisfaction particulière de faire pousser quelque chose de réel sur un sol honnête. Les bras de Marc m'ont entouré par derrière, son menton reposant sur mon épaule. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé. « La vengeance, ce n'est pas de détruire quelqu'un d'autre, ai-je dit en tournant la tomate à la lumière. C'est de se reconstruire soi-même avec de meilleurs matériaux. » La tomate était chaude du soleil, rouge comme la vérité, douce comme la liberté. J'ai mordu dedans et j'ai goûté l'été, les nouveaux départs, et la saveur particulière d'une vie issue de graines d'honnêteté. En dessous de nous, le lac Michigan s'étendait, infini et bleu, et le vent portait le son des rires de la plage, de gens vivant des vies sans porte verrouillée ni faux rapports médicaux. C'est à cela que ressemblait le goût de la victoire. Pas amer, pas vengeur, juste pur, vrai et à moi. Cette histoire de justice poétique vous a tenu en haleine? Cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée a été quand Jeffrey a exigé de savoir de qui était le bébé d'Angela, pour découvrir qu'il avait été joué par la femme pour qui il m'avait trahi. Quel a été votre moment préféré? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication.